Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Mélissa Aouzi, chargée de mission écologie et biodiversité donc chez Plantes et Cités. Et aujourd'hui, donc pour le second thème de nos tables rondes, on va parler de transmission des savoirs, gestion écologique et enseignement. Donc la gestion écologique, elle repose sur des savoirs et des pratiques dont la transmission est essentielle pour former les futurs professionnels. Les établissements d'enseignement jouent ainsi un rôle central dans le transfert des connaissances afin de développer dans nos villes des pratiques d'entretien qui sont respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Dans cette dynamique, il y a certains établissements qui mobilisent notamment le label Éco-Jardin comme un véritable outil pédagogique permettant de diffuser et d'ancrer durablement les principes de la gestion écologique. Donc il y a 48 établissements d'enseignement qui sont labellisés Éco-Jardin en 2025. 12 ont été labellisés pour la première fois au renouvelé et donc certains sont là pour en parler aujourd'hui. Donc on va accueillir Bertrand Robert, professeur et chef de projet établissement durable au campus Terre et Avenir. Également on aura David Moalik, formateur en aménagement paysager au domaine de Kerliver. Et enfin on aura un témoignage à double voix avec Frédéric Bizio, formateur en aménagement paysager à l'Agrocampus de Dijon, et Laurent Rousseau, directeur du CFPPA Agrocampus de Dijon. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous parler de ce qu'on a mis en place au lycée agricole de C, dans l'Orne, autour de la biodiversité et des apprentissages. Je vais d'abord vous présenter rapidement le contexte de l'établissement, que vous compreniez un petit peu notre démarche, les actions et puis quelques perspectives. Alors, l'établissement, c'est un établissement d'enseignement agricole public qui accueille 500 élèves et étudiants, avec des filières qui couvrent beaucoup de champs de l'enseignement agricole. Vous avez aussi bien l'enseignement général, les métiers du cheval, l'environnement, et c'est ça qui va retenir notre attention, l'agriculture et l'élevage, et puis aussi, nous avons une formation dédiée aux services en milieu rural. Donc, je vous ai mis l'affiche des prochaines portes ouvertes. Si vous êtes dans le secteur, venez nous voir le 7 mars. Donc, des formations plus spécifiques sur l'aménagement et puis sur la protection de la nature. 30 élèves en bac technologique. Et puis, surtout, 120 étudiants en BTS Gestion et protection de la nature qui, au fur et à mesure du temps, c'est une formation qui est ouverte depuis plus de 30 ans maintenant dans notre établissement, a, je dirais, déteint, entre guillemets, sur l'ensemble de notre collectivité. Alors en fait, le contexte de départ, c'est un appel à projet qui a été lancé par la région Normandie en 2022, qui s'intitulait « Établissement durable ». Dans le cadre de cet appel à projet, nous avons répondu et nous avons été lauréats. En fait, la région nous demandait de travailler sur différentes cibles de durabilité que vous voyez représentées là sur la diapositive. Donc, en fait, des cibles assez classiques par rapport à ces questions de durabilité et de transition écologique. Bon, il faut savoir que notre établissement a obtenu le label niveau 2 pour l'ensemble de ces démarches au fur et à mesure des années. Et donc, parmi l'ensemble de ces cibles, vous voyez celles, bien sûr, qui concernent la biodiversité. L'ensemble des cibles cumulées fait que nous avons déclenché, depuis 2023, plus de 100 actions de nature très, très différente, avec des ambitions très, très différentes. Mais on va évidemment travailler plutôt, je vais d'abord insister sur la partie biodiversité. Alors en fait, on a déclenché un certain nombre d'actions avec les classes. Donc à chaque fois, on a appliqué la même démarche pour toutes les cibles. On a fait un diagnostic de l'état des lieux avec un prestataire extérieur qui est venu, pour la biodiversité, il y a quelqu'un d'un CP qui est venu faire un inventaire de l'ensemble des espaces. Et puis, suite à cet inventaire, on a fait une réunion de co-construction des plans d'action avec à la fois des représentants des élèves, des représentants de l'ensemble des agents, enseignants et non enseignants. Et puis, ce plan d'action, depuis, on s'efforce de le suivre et de le mettre en œuvre. Et l'idée aussi, c'était que ces actions en faveur de la biodiversité et de la gestion différenciée, de la gestion écologique, soient portées par l'agent d'entretien. Il y a un seul agent qui s'occupe des espaces verts chez nous. Et à chaque fois, les classes et les enseignants qui les accompagnent. Donc voilà, ici, petite précision, on a obtenu le label en 2025.
Toutes ces actions ont été lancées, comme je viens de l'expliquer, depuis 2 ans, ce qui fait que je dirais que nous sommes dans une phase d'installation et vraiment de découverte de toutes ces pratiques et de toutes ces actions. J'évoquerai tout à l'heure, c'est pas toujours sans difficulté dans un établissement agricole. Donc, première action que je voulais vous présenter, la construction d'une allée fleurie, donc avec une armature et puis ensuite des plantes qui sont venues à la suite. Mais cette installation, elle a été faite il y a 1 an, donc il n'y a pas encore véritablement de végétalisation en cours. Alors ça, c'est une action qui a été portée par les 3e et les secondes pro, bien sûr encadrées par les enseignants. L'idée, c'était que on diversifie les approches et les milieux sur l'ensemble des espaces verts. Jusqu'à présent, on était sur une gestion très classique avec beaucoup de pelouse et puis quelques plantations de ci, de là, mais je dirais que c'était pas très diversifié. Donc ce qu'on voulait, c'était vraiment diversifier les ambiances, diversifier les milieux et puis aussi embellir le cadre de vie de l'ensemble des personnes présentes sur le site et puis bien sûr de favoriser la biodiversité au maximum. Et puis le dernier objectif, c'était de proposer des travaux pratiques aux classes. Il faut savoir que nos classes de BTS Gestion et Protection de la Nature ont beaucoup de travail de terrain à faire et on allait beaucoup à l'extérieur. Et puis à un moment, le reproche a été fait de dire mais pourquoi est-ce que vous allez toujours à l'extérieur alors qu'en fait la biodiversité sur notre établissement, c'est quand même pas top. Donc peut-être vous pourriez aussi travailler sur le site. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de prises de conscience et de changements. Alors, la première action importante qui a été faite là aussi avec cette classe en une des sections de BTS GPN, ça a été la plantation d'un boisement il y a 2 ans. Avec plantation d'essence locale, bien sûr. Là, la gestion, c'est d'aller vers une libre évolution du boisement. Et en fait, on ne voit pas très bien sur la photo, mais au second plan, sur la photo du haut à droite, on a essayé d'expérimenter le concept de forêt Miyawaki avec une autre classe pour voir un petit peu comment les choses allaient évoluer. Et l'idée, c'était d'aller vers un espace boisé et en libre évolution. La méthode qui nous a guidés aussi, c'était de choisir le référentiel éco-jardin. Parce que, en fait, on disait quelle structure on va avoir, ça va partir dans tous les sens, chacun va faire un petit peu ce qu'il veut. Et donc, ça nous a semblé très opportun, les enseignants qui se sont investis dans cette démarche, de dire il nous faut quelque chose de structurant. Et donc, parmi nous, il y avait un collègue qui connaissait la démarche et on s'est dit, on y va, on essaie et comme ça permettra de bien structurer les choses et puis aussi d'être dans une démarche d'amélioration continue. Alors sur cet espace, je disais beaucoup de pelouse. Donc là, on a expérimenté, mis en place une partie des pelouses en fauche tardive tournante. On a eu l'occasion de constater qu'il y avait des espèces remarquables, notamment des orchidées, comme vous pouvez le voir. Et c'était des espaces qui étaient fauchés, tondus depuis des années. Et donc, voilà, maintenant, ça fait 3 ans qu'on a commencé à faire cette fauche tardive. Et voilà un petit peu le résultat. C'est dans une partie du lycée qui n'est pas beaucoup utilisée. Donc, il y a beaucoup de bâtiments, les espaces verts sont tout autour, bien sûr. Il y a certaines zones qui sont très fréquentées et puis d'autres qui ne le sont pas. Et donc, on a eu toute une réflexion aussi pour essayer d'adapter cette gestion aux usages en fonction de là où les élèves vont pour se détendre ou au contraire des espaces un peu plus délaissés. Et donc, on a adapté la gestion à cet enjeu-là. L'autre enjeu pour nous aussi, c'était de ne pas alourdir la charge de travail de l'agent des espaces verts. Au début, il y avait un certain nombre de réticences en disant « Oh là là, dans quoi vous allez nous embarquer ?» Un petit peu d'inquiétude. Donc, il a fallu travailler progressivement avec cet agent qui quelquefois est secondé par un autre, mais voilà, il y avait un petit peu aussi de travail là, de conviction à faire et de formation.
Autre action en cours, celle-là, hein, c'est la pose de nichoirs pour accueillir davantage d'oiseaux. Là aussi, toujours, hein, je vous mets le nom de la classe hein, qui pilote cette action. Donc, on est parti sur 25 nichoirs là, qui sont posés cette semaine et puis dans les semaines qui arrivent. En parallèle de cette action sur les nichoirs, on a aussi déclenché un suivi de population de moineaux pour faire prendre conscience aux élèves des effectifs d'oiseaux qu'on a présents sur l'établissement. Et donc là, il y a la classe de 3e. Alors ça, c'était aussi quelque chose qui nous semblait intéressant, de faire encadrer une classe plus jeune, donc des 3e, par une classe de BTS, de manière à ce qu'il y ait aussi mutualisation entre deux classes. Et donc, il y a un suivi de moineaux qui est en cours depuis l'année passée. Autre enjeu, bon, tout à l'heure ça a été évoqué, la fréquentation par le public, la sensibilisation du public. Donc nous avons projeté de créer un parcours de valorisation de toutes ces actions, donc parcours de valorisation des espaces verts. Alors là, l'idée première, c'était un travail qu'on a confié à une étudiante dans le cadre de son stage, puisque nos étudiants ont des stages longs à faire. Hein, ils doivent faire 12 semaines sur leur scolarité, et donc un stage long de 8 semaines. Et donc, on lui a demandé, il y a 2 ans, de plancher sur la création d'un parcours de découverte de l'établissement. Elle nous a rendu sa copie et puis ensuite on a repris tout ça et donc le plan que vous voyez à gauche avec le trait en bleu-vert, là, c'est sa production. On a retravaillé tout ça et on s'est posé la question aussi de quel type de signalétique on allait mettre en place et on a choisi d'installer des silhouettes en acier corten pour illustrer le parcours en mettant sur chaque silhouette un QR code qui renvoie à un site ou à un blog qui sera alimenté par les travaux des élèves. Donc, pour chaque espèce qui va être installée, alors les photos que vous avez là, ce ne sont pas les espèces qui vont être installées sur le site parce qu'elles sont en cours de fabrication. On a installé les premières mardi, après mardi, toute la journée, ils étaient sur le terrain. Et donc, je n'ai pas pu glisser les photos dans la présentation. Mais voilà, il y a une dizaine de silhouettes de taille très variable. Hein. Les plus grandes font 2 mètres de haut. Et donc, avec un QR code, disais-je, pour renvoyer vers des fiches espèces et puis pour expliquer pourquoi on a choisi cette espèce à cet endroit-là dans l'établissement. Ce parcours, il sera ouvert au public, bien sûr, mais l'idée, d'abord, c'est de faire vivre un petit peu le cadre et puis de sensibiliser les élèves aux espèces présentes sur l'établissement. Ensuite, alors là aussi, une réflexion sur les corridors écologiques au sein de l'établissement. Sur la photo en haut à gauche, c'est bien sûr une simulation. Vous voyez donc les bâtiments interna-externa et on a un parking qui est réservé aux élèves. Et sur la gauche, en contrebas, il y a une mare. Et donc, on souhaitait faciliter la traversée de ce parking par certaines espèces. Donc, il y a un groupe d'étudiants dont ça faisait partie de leur projet tutoré. On leur avait demandé de réfléchir à des solutions techniques d'amélioration de la biodiversité et notamment la création d'un corridor écologique pour faciliter la circulation des espèces. Donc, là encore, travail en cours. Hein, vous voyez, les espaces sont délimités, mais ils ne sont pas plantés. C'était le travail d'un des collègues, il devait le faire au mois de décembre, et puis voilà, le mois de décembre est passé, donc je l'ai déjà relancé, ça va arriver, je pense, bientôt. L'idée aussi, c'était de ralentir un peu la circulation des véhicules sur le parking, parce que ça, c'est pas toujours non plus un modèle dans l'établissement. Autre action, on a accueilli une architecte paysagiste en résidence autour de l'idée créer, remodeler le paysage en accueillant davantage de biodiversité. Donc, elle est venue 3 fois en fait dans l'établissement. Vous avez les dates. Et là aussi, travaille toujours avec 2 classes à raison de 3 ou 4 jours avec chaque classe pour réaliser, en fait, rénover et réaménager un jardin médiéval qui avait été planté quelques années antérieures et puis qui était complètement laissé en friche, complètement laissé à l'abandon. Et donc, elle a conçu avec les élèves la réalisation que vous avez sous les yeux, voilà, pour essayer de favoriser la biodiversité. Alors, ce qu'on ne voit pas sur les photos, c'est qu'autour, on a fait un certain nombre de plantations de petits fruitiers
et que quand on a une tribu de lapins qui s'est installée depuis quelque temps au pied de la mare, ils ont brouté une partie des nouvelles plantations. Donc il va falloir qu'on recommence. Autre perspective, là aussi le chantier a commencé. On va installer une tour à hirondelles, on va expérimenter. Les collègues spécialistes me disent qu'ils savent pas trop si ça fonctionne ou pas. Bon, nous on a décidé de tester, d'expérimenter. Donc voilà, on va installer ça dans les semaines qui viennent, une tour qui va faire 4,50 m de haut et sur lequel on va installer des nids pour les hirondelles, en espérant qu'elles reviennent peut-être pas en 2026, mais au moins en 2027. Et puis pour terminer, une dernière action qui est en cours d'étude, celle-là, c'est d'introduire un espace d'éco-pâturage. Donc, sur les zones qui sont actuellement en fauche tardive, l'idée, c'est de voir si c'est intéressant ou pas, à quelles conditions techniques et financières pour qu'on puisse accueillir quelques moutons de manière temporaire ou pas. Donc là, on a aussi donné cette étude à faire à une classe de BTS production agricole. Donc là, vous voyez, c'était aussi un moyen de raccrocher certaines classes qui sont beaucoup moins sensibilisées à la biodiversité et qui parfois même sont réticents, pour ne pas dire plus. Peut-être pour conclure, c'est que introduire toutes ces actions au sein de l'établissement ne va pas sans résistance et sans difficulté. Juste une petite anecdote, il y a 2 ans, quand on a commencé à construire la pergola que vous voyez ici, quelques jours après, c'était le week-end de la Pentecôte, et l'allée Fleury aussi, ont fait l'objet de vandalisme. Ça a été entièrement détruit. Et donc, quand on est revenu le mardi suivant le lundi de la Pentecôte, tout était massacré, véritablement. C'était dans le contexte post-conflit des agriculteurs du mois de janvier. Tout ça pour vous dire que chez nous, il y a un certain nombre de difficultés à convaincre et à faire passer les choses. C'est aussi pour ça que, si on revient, si vous avez en mémoire la toute première diapositive, on a ajouté une cible à l'appel à projet qui était le climat scolaire. Pour travailler sur ces sujets, il faut pouvoir apaiser les choses. Et donc, introduire un autre cadre de vie avec d'autres enjeux, ça fait partie aussi de l'amélioration du climat scolaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, cher intervenant, David Moalik. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici, même si je dois le confesser, troquer le verre VERT, la pierre et l'humus d'un lieu enchanteur que je vais vous présenter juste après est pour moi un peu compliqué quand je dois le troquer pour le verre VE, le béton et l'acier que je vois à l'extérieur de ce bâtiment. Mais je ne doute pas que votre présence aujourd'hui adoucira ce contraste qui est un peu brutal pour moi de prime abord. Donc, je vais vous présenter un lieu singulier, merveilleusement atypique, qui est le centre de formation de Kerliver à Anvec, au bout du Finistère. Donc nous, on n'a effectivement pas beaucoup de problèmes de gazon qui jaunit, puisque nous sommes, vous le voyez sur les photos, dont certaines ont été prises en été, il n'y a pas d'arrosage de goutte à goutte et encore moins de suivi tensiométrique. Donc ce domaine de Kerliver, ce joli tas de pierre agencé en manoir, dans son écrin de verdure, a pu se transformer en école grâce, j'allais le dire comme ça paraît cynique, mais c'est pas le cas, au décès du monsieur que vous voyez en haut à gauche, qui, avec son frère, était négociant en bois et les derniers propriétaires du domaine. Ils ont légué à la commune de Anvec, par voie testamentaire, le site, avec comme obligation, donc, d'en faire une école. Et pas n'importe quelle école, une école pour femmes. Et c'est d'ailleurs le centre de formation de Kerliver, la première école d'agricultrices de France. Au départ, elle formait 7-10 personnes pour être aides ménagères, c'est-à-dire des soutiens à leurs maris agriculteurs. Et petit à petit, c'est une école qui est devenue réellement une école d'agricultrices avec une laiterie, etc. Donc cette singularité qui est une école, un espace public, dans la transmission, c'est extrêmement important, qui accueille des gens de toutes parts qui viennent visiter non pas l'école, mais finalement un parc, en pleine nature. On n'est pas dans le parc urbain. Les 40 hectares d'espace végétalisés sont ouverts aux 4 vents
aux bébêtes qui trouvent là un refuge en période de chasse et à tous les visiteurs qui souhaitent venir s'y promener, est devenue à la fin du XXe siècle, dans les années 80, une école autre qu'agricole, qu'elle est restée malgré tout dans le maraîchage biologique, toutes les activités du paysage, de tous les diplômes qui vont des CAP au BTS, mais aussi les métiers de l'arbre avec les travaux forestiers et les élagueurs, ainsi qu'une formation que nous avons perdue dernièrement, mais qui nous tenait à cœur, à savoir le BTS, donc technico-commercial. Donc cette singularité qui est un espace public pour une école est en train de nous poser de nombreux problèmes, je dirai tout à l'heure dans ma conclusion. Donc, au cours de cette histoire, riche parce que ce manoir date de la fin du XVe siècle et du début du XVIe, a été extrêmement impacté au fil du temps par ses vrais habitants. Donc, toutes les photos que vous voyez là sont des photos prises au centre de formation de Kerliver par les vrais habitants du lieu. Nous sommes de passage, avec donc une vraie sensibilité écologique, puisque les différents formateurs, ils sont plus nombreux désormais, ils sont à la retraite ou partis pour de nouveaux horizons, ont décidé d'arrêter les pesticides dès le début des années 90. Un plan de gestion différencié a été réalisé, je dis réalisé, je vais en reparler, mais a été formalisé de manière relativement intuitive et empirique dès 2004. Nous sommes devenus donc refuge LPO en 2006, refuge grenouille avec eau et rivière de Bretagne, puis refuge donc chiroptère, à savoir donc les chauves-souris, en 2022. Et nous avons décidé de nous labelliser il y a donc désormais presque 10 ans, puisque notre première labellisation date de 2016, en réponse à effectivement un appel d'offres, parce qu'on voulait que nos nouveaux diplômes soient tous estampillés éco-jardin. C'est-à-dire que dans toutes les matières que l'on enseigne, que ce soit le maraîchage, mais aussi la maçonnerie paysagère et le végétal, l'écologie soit mis devant le triptyque habituel économique et technique, même si évidemment on forme à la gestion de projets, parce que si un projet n'est pas techniquement et économiquement viable, il ne pourra pas être écologiquement durable non plus. Mais en tout cas, on a voulu mettre en avant cette dimension écologique. Donc, dans un cours de maçonnerie, nous allons privilégier la pierre sèche et la désartificialisation des éléments plutôt que de prôner l'utilisation du béton et de quelques revêtements de sol que ce soit. Et donc, comme je vous le disais, nous avons été labellisés pour la première fois en 2016, renouvelés en 2019, et puis ainsi de suite. Cette photo un peu sombre que vous voyez là n'est pas innocente, c'est que dans le cadre de la transmission, nous, notre objectif au centre de formation de Kerliver, c'est effectivement de travailler sur les savoirs, mais avant tout sur le fait d'engendrer l'émerveillement permanent, puisque pour préserver la vie, il faut avant tout l'aimer. Donc nous sommes des amoureux fous de notre nature et de la nature en général, et ce que nous préférons faire, c'est transmettre ça à nos élèves plutôt que de leur apprendre uniquement des éléments théoriques. Donc le chêne que vous voyez là est un ancien chêne herbagé merveilleux qui s'est couché avec la tempête Ciaran, mais qui n'en reste pas moins vivant. Il s'est posé délicatement, comme une main un peu qui se pose sur une jambe. Et donc c'est le premier être vivant que nos élèves rencontrent au début de leur formation. Ça nous permet, après un temps de silence, donc de travailler sur la notion de ressentir. Ensuite, on passe par la phase savoir, à savoir que c'est le moment qu'on décide et qu'on trouve le plus opportun pour parler de cette notion très complexe qui est l'arbre, et néanmoins vital. Et enfin, travailler sur le savoir-être, puisqu'effectivement, rencontrer et se présenter à un être vénérable comme ça impose une posture d'humilité qu'il est important d'avoir dans son activité professionnelle quand on sait qu'on impacte le paysage. Donc c'est vrai que le recours à l'écolabellisation nous a permis effectivement de créer un cadre général de gestion, mais surtout notre volonté était bien de nous contraindre à respecter des choses que les enseignants changent ou pas, mais surtout de sensibiliser et de donner de la légitimité à ce que nous racontons. Il y a eu un point de bascule dans l'écolabellisation du domaine de Kerliver et dans la gestion écologique des espaces, c'est l'arrivée du BTS aménagement paysager en 2015, puisque dans le BTS, il y a un élément de liberté qui est laissé à la discrétion des centres de formation, un module libre, et nous, c'est le management de l'écolabel que nous avons créé, ce qui fait que la formation continue des BTS en aménagement paysager, donc des adultes en reconversion, ont une quarantaine d'heures dans leur formation pour travailler directement sur l'écolabellisation du centre. Donc, quand c'était les bonnes âmes, pleines de bonne volonté des formateurs présents à l'époque qui travaillaient sur l'écolabel, la formalisation de ce qui était pour l'heure intuitif a été longue et laborieuse, alors que quand on a 12 élèves qui bossent pendant 40 heures, faites la multiplication, vous voyez le nombre d'heures de travail que ça permet. Et effectivement, la formalisation de tous les documents a été réalisée par ce groupe d'élèves dont le référentiel impose plus un faire-faire qu'un faire
soi-même. Et donc, c'est eux qui ont réalisé le plan de gestion différenciée, notamment, mais aussi l'analyse de sites, la mise en place des protocoles d'inventaire, l'étude des différents changements de pratique, etc. Mais c'est pas pour autant pour ça que c'est sur les BTS uniquement que l'écolabellisation repose, puisque tout ce qui est mis finalement sur le papier et en numérique par nos BTS est ensuite mis en pratique par toutes nos formations, d'accord ? Parce que pour nous, la transmission, c'est avant tout le faire. Nos élèves doivent pratiquer. On a souvent dans nos élèves, que ce soit apprentis ou formation continue, des élèves cabossés de la vie, cabossés du monde professionnel, cabossés de l'école. Et donc, ils viennent dans cet écrin de verdure, trouver un moyen d'apprendre sans la brutalité qu'ils ont pu éventuellement connaître avant. Donc c'est vrai que d'avoir cette sérénité au jardin et d'apprendre les gestes, ça permet effectivement de faire passer les choses de manière beaucoup plus douce, beaucoup moins agressive pour ceux qui sont un peu sur la défensive. Et donc, effectivement, ces élèves-là vont pratiquer, alors je ne peux pas délister toutes les tâches que nous mettons effectivement en exergue au cours de nos travaux pratiques qui sont extrêmement nombreux, hein. On essaye de travailler dehors le plus possible. Eh bien, ces élèves-là, ces groupes qui sont plus dans la pratique que dans la conception des projets, eh bien, mettre en pratique, critique, amende, réforme les éléments et dans une espèce de circuit un peu continu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des interférences. C'est évident que toujours les informations ne descendent pas toujours très bien et des fois ne remontent pas bien. Il y a plein de choses qu'on doit faire encore mieux. Mais en tout cas, il y a une espèce d'émulation puisque les élèves, effectivement, réalisent les travaux, s'approprient l'espace, se responsabilisent de ce qu'ils ont fait. Et quand on a fait soi-même, on protège généralement davantage. Donc 100% des actions qui sont faites sur le terrain ou dans une logique de bureau d'études, sont réalisées systématiquement par les élèves. Dans l'écolabel, il y a finalement qu'aujourd'hui, où il n'y a pas d'élèves, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas déplacer les 300 personnes qui occupent le lieu chaque jour. Donc, je parlais de ce vieux chêne qui permet de prendre contact avec le site. Toutes nos formations commencent par ce qu'on a appelé, vous le voyez là entre guillemets, la visite de l'écolabel. Donc le premier cours, ou en tout cas dans la première semaine de cours, moi et une collègue en charge de l'écolabel, nous prenons chacun des groupes et pendant 4 heures, nous visitons le site. Nous nous arrêtons sur des points d'intérêt et nous testons quelque part un petit peu leur sensibilité aux merveilles de ce monde, leur degré de résistance parfois, parce que je suis d'accord, il peut y avoir effectivement quelques résistances. Globalement, pour nos formations continues, ils viennent nous voir parce qu'on a cet ancrage écologique. Donc là, on n'a personne à convaincre et on est juste dans le partage. Mais dans les groupes notamment d'apprentis qui sont avec souvent des maîtres d'apprentissage qui, eux, pratiquent davantage l'exotisme dans la végétalisation et la bétonisation des jardins. Il y a parfois une confrontation dans les échanges, mais ça se passe très bien, on en discute, mais il y a des résistances qui peuvent s'exprimer pendant cette balade de l'écolabel qui fixe le cadre général, qui explique où sont la vie. Il y a une cartographie qu'on a fait faire des arbres gîtes, vous en verrez des photos tout à l'heure. Et les élèves, on les met dans la confidence de l'endroit où se trouve la chouette hulotte, la chouette effraie, le pic vert, le pic noir, le pic épêche, etc. De façon à les sensibiliser de ce point de vue-là, et ça marche très bien. Parce qu'ils viennent tous voir en disant « j'ai vu une plume, j'ai vu une trace, il va falloir mettre un affût ou un piège photo parce qu'il y a quelque chose, il n'y a personne qui s'est mis dans la tête d'aller grimper à l'arbre pour déloger la poésie à plume ». Donc cet objectif, elle est effectivement de sensibiliser, d'acculturer, qu'ils s'approprient et donc de partager. Et pour ça, je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est les BP, donc brevets professionnels aménagement paysager. Au début de l'année, se voient confier, c'est leur choix, ils décident d'une zone parce que le domaine fait 40 hectares et est entièrement écolabellisé. Il y a à peu près 3 hectares de jardin et une quarantaine, un peu moins, 38-39 hectares de boisement, de zones humides, etc. On a vraiment une diversité de milieux assez merveilleuse là aussi. Et ces BP, qui sont une classe d'une 15aine de personnes en général, en reconversion, se voient attribuer une zone qu'ils vont devoir gérer toute l'année. Ça veut dire qu'ils vont devoir s'approprier le travail qui a été fait par la promo précédente. Vous voyez, ça peut être un travail sur la tonte différenciée dans un verger, ça peut être un travail sur la réouverture d'une zone qui pourrait être considérée comme trop ombragée. Il peut y avoir tout un tas d'actions, un travail sur les zones humides, etc. Et donc, pendant toute l'année, ils s'approprient le travail qui a été fait avant et ils vont
impacter le plus poétiquement possible ce lieu par des actions de gestion, voire d'aménagement. Vous voyez le nid métaphorique qui a été fait ici avec du treillage soudé et puis de l'osier qui a été planté. Eh bien, effectivement, ça, c'est les BP qui ont dit on verrait bien un petit point de vue à cet endroit-là pour avoir une vue sur le manoir et la nature qui l'entoure. Donc, on laisse cette liberté-là, effectivement, et c'est un moyen de s'approprier le lieu. On est chez soi un petit peu dans son centre de formation quand il y a des actions qui restent. Et puis, ça donne aussi beaucoup de sens. Que les choses aillent dans les deux sens, c'est important, parce qu'ils viennent impacter nos enseignements aussi avec les idées qu'ils ont. Mais ça donne surtout du sens à ce qu'ils font, et c'est la meilleure façon d'apprendre, je pense, et notamment quand on a été cabossé, mais je pense plus globalement pour n'importe qui. Donc effectivement, il y a ce premier point, et puis il y a un autre élément, une petite anecdote que j'aimerais, qui montre qu'effectivement la transmission est un succès, c'est que donc nous avons un groupe d'élagueurs au centre de formation de Kerliver, et au mois de mars-avril, ils sont un peu stressés par les évaluations qui arrivent, et on avait 2 élagueurs qui grimpent dans un arbre pour s'entraîner au déplacement avant de se faire évaluer par leur formateur. C'est vraiment l'épreuve la plus stressante. Et donc, ils grimpent et ils se rendent compte que dans la petite loge que vous voyez là, en ogive, dans l'arbre voisin, ils ont vu 2 petites boules de duvet comme ça. Ils ne savaient pas encore que c'était des chouette-culottes. Et ils ont effectivement eu le réflexe, parce qu'ils avaient été sensibilisés effectivement avant dans la visite de l'écolabel, de redescendre, de venir m'alerter pour dire que cette loge est occupée pour cette période de nidification. Et on a pu effectivement, non pas sanctuariser, mais dire cet endroit-là, vous n'y allez pas. Donc cette transmission qui se fait dans les deux sens, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et là, c'est vraiment un indicateur de succès pour dire que le message est passé. Malheureusement, puisqu'il y a un malheureusement, et ça sera en contradiction, la transmission, la transmission, c'est aussi le devenir d'un lieu quand le propriétaire change ou que le gestionnaire cesse son activité. D'accord ? C'est que ce qui faisait notre force, notre singularité, à savoir le fait que ce lieu n'appartienne à personne sauf à la mairie du lieu dans lequel ce manoir a été posé un jour, eh bien effectivement, ça nous occasionne beaucoup de fragilité économique, et il a été décidé malheureusement la fermeture prochaine de ce site. Alors l'autorité administrative, l'institution, le centre de formation ne ferme pas, mais il va être relocalisé sur 2 bâtiments, sur 2 lycées extrêmement différents, mais qui constituent le même établissement public local que notre centre de formation actuel. Mais j'insiste aujourd'hui sur le fait que l'écolabel, c'est un site avant tout. Et il n'y a pas de plus beau site pour parler d'écologie, des petites bêtes et des plantes que celui-là. Et on va essayer effectivement de le faire vivre le plus longtemps possible, et de protéger les résidents permanents, qu'ils soient à écailles, à plumes, à épines, à feuilles ou à poils. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et maintenant, pour notre dernier témoignage, on accueille Frédéric Bizio et Laurent Rousseau. Bien, merci à vous. Merci beaucoup pour cette mise en avant du travail qui a été réalisé. Je me dois d'excuser Béatrice Chevalreau, qui est directrice d'Agrocampus Dijon, qui ne pouvait être là. Et je vais bien évidemment remercier l'ensemble des équipes du paysage de l'établissement, parce que ce que nous allons vous présenter, un petit peu comme les collègues l'ont fait précédemment, là, c'est le travail de plusieurs années, et ça a été une valorisation que nous permet le label Éco-Jardin. Et nous en sommes aujourd'hui très fiers, mais c'est cette démarche que nous allons vous présenter. Nous sommes un établissement qui a plusieurs sites, et le site de Quetigny, donc nous sommes autour de Dijon. Donc le site de Quetigny regroupe lycée, CFA et CFPPA, donc centre de formation professionnelle continue, sur une communauté paysage qui est assez forte, et pour la partie adulte aussi la présence de l'horticulture et de la vente en jardinerie. Donc ça nous fait une communauté là-dessus qui est assez importante, et qui nous a permis, on vous le montrera tout à l'heure, donc, comment on a travaillé. Notre démarche, elle s'est inscrite, alors je le disais, dans une démarche qui date un certain nombre d'années, que Frédéric Bizio a repris quand ses collègues sont partis à la retraite. Il a repris le flambeau, tout un travail, et la cartographie qu'il nous a présentée est largement son œuvre. Mais derrière ça, c'était l'occasion de valoriser tout ce qui était fait. Et du coup, nous l'avons inscrit dans notre projet d'établissement. Donc, quand nous avons réfléchi l'orientation que nous voulons donner à l'ensemble de l'établissement, la question d'aller vers le label Éco-Jardin était nécessaire pour nous.
Et du coup, voilà, l'ensemble des questions que nous sommes amenés à nous poser, alors qui sont largement les questions de l'éco-jardin, mais tout ça a structuré, et tu disais tout à l'heure, nous a obligés à un certain moment à nous poser sur oui, on l'a toujours fait, mais on l'a toujours fait comment? Eh bien voilà, les réponses qui ont été faites à chaque fois. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir l'ensemble de nos déchets verts qui restent sur site, puisque les tontes sont compostées et remises ensuite sur les différents massifs. La sensibilisation, on en a parlé, elle est là pour le coup pour toutes les formations, et elle nous permet au travers de différentes actions donc de pouvoir faire un ensemble de choses, et notamment l'évolution du parc qui amène aussi à des constats par rapport aux enjeux de transition écologique, et du coup à des constats concrets de voir comment des arbres de 3, 5, 10, 15 ou 50 ans réagissent aujourd'hui et réagissent sur plusieurs années. Ce qu'on souhaite aussi au travers de la démarche, c'est mettre en valeur les compétences et le monde du paysage et aussi de l'horticulture. Donc chacun étant son rôle, les BTS plutôt sur les aspects conception, les salariés et les chefs d'équipe plutôt sur la partie réalisation, les troisièmes sur ces parties biodiversité. Et donc, chacun trouve un chantier pour pouvoir mettre en pratique. C'est ce que j'aime appeler les espaces intermédiaires de formation. Alors, c'est une notion pédagogique qui a largement été utilisée pour l'apprentissage, mais dont j'aime à ce qu'on se fasse l'écho, parce qu'en fait, nous permettons l'expérimentation. Et on le parlait tout à l'heure, notamment puisque la suite de notre démonstration va être sur la formation adulte et la reconversion professionnelle. Nous avons aujourd'hui, et depuis 5 ans maintenant, des personnes qui ne connaissent pas le monde du paysage, qui veulent se convertir à ce monde-là, et du coup, qui découvrent tout. Et avoir cet espace et ces modes de gestion permet de créer tout un ensemble pédagogique qui leur permet de se construire une réalité professionnelle et une conscience professionnelle. Bien évidemment, ça contribue aussi à notre cadre de vie. Je retiens la notion d'amoureux fou de l'émerveillement, et je veux bien rentrer dans la tribu si tu nous le permets. Mais je pense qu'en effet, même nous, il nous faut de temps en temps, et à chaque fois qu'on a des visiteurs, on le reprend en nous disant « Mais qu'est-ce que vous avez comme chance de travailler là ?» Et des fois, il nous arrive de nous poser et de se dire quand même, on a la chance de travailler là. Et puis, tout ce travail de la biodiversité qui a été fait, bien évidemment, avec un partenariat sur la LPO. Aujourd'hui, voilà, tout ce qui est oiseaux et chauves-souris, donc qui servent aussi pour apprendre à travailler le bois. Chaque lieu, chaque temps, chaque espace, les hôtels insectes ou les différents abris sont aussi des moments où on utilise le bois, le fer et l'apprentissage. Voilà, par rapport à ça, quelques images de... Je ne sais pas si tu veux prendre la main là, mais nous sommes... Voilà, il y a un gros module, on va le faire au travers de la classe de BP Aménagement Paysager, mais nous avons conservé un module de mise en pratique sur le site pour permettre aux stagiaires d'être en situation réelle. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'espace intermédiaire de formation. On peut peut-être présenter la démarche qu'on a sur le BPAP de gestion par secteur. Bonjour à tous, Frédéric Dizio. Je suis formateur technique en paysage. Alors, je vous cacherai pas que je suis plus à l'aise avec mes stagiaires en tarbopathique devant une assemblée comme aujourd'hui. Et cependant, je voulais quand même témoigner un petit peu de nos pratiques assez rapidement, puisqu'au final, je vais rejoindre un petit peu tout ce qui a déjà été dit et ce qui a été montré par mes collègues. Donc effectivement, l'objectif, si notre propos, c'est la transmission des savoirs, c'est bien de donner l'exemple. Et surtout nous, en tant que centre de formation professionnelle. Donc effectivement, il était bien évident que c'était grâce à nos pratiques de terrain que nous allions montrer l'exemple à nos futurs professionnels du paysage. Voilà, donc un petit peu à l'instar de mon collègue, on a profité, nous, d'une rénovation d'un brevet professionnel aménagement paysager pour inscrire dans notre protocole de travail la gestion des espaces verts du site comme mission principale de nos stagiaires. Ce qui fait que du coup, on se donne un petit peu comme un jeu de rôle. En début de formation, quand nos apprenants arrivent en reconversion professionnelle pour 9 mois, eh bien, ils auront pour mission de gérer l'entièreté du site de 5 hectares et demi à peu près. Voilà, donc vous voyez à travers les photos que la gestion globale des espaces verts, avec cette philosophie bien sûr de gestion écologique, est devenue leur mission principale de la formation. Et du coup, les interventions théoriques sont devenues le support de nos missions pratiques. Donc, pour impliquer, je pense, nos futurs professionnels
dans leur métier, je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution plus efficace au final que de les faire intervenir principalement sur le site à travers toutes les opérations qui sont traditionnelles dans la gestion d'un espace paysager. Ce qui nous permet évidemment de mettre en corrélation les objectifs des référentiels auxquels on ne peut pas passer outre, et puis évidemment tout en mettant en avant la gestion globale des espaces paysagers dans une philosophie de gestion écologique. Alors effectivement, les exemples nous montraient autant dans la problématique de l'entretien que de la création qu'il est tout à fait possible de mener à bien ces missions en respectant bien sûr les objectifs de développement durable et de préservation de la biodiversité. La contrainte sur la formation adulte, c'est que nous avons des temps de formation qui sont sur 10 mois. Donc, le fait de les faire travailler sur un secteur avec à la fois une démarche d'entretien sur les 10 mois et souvent un temps de création leur permet pour le coup de faire quasiment toute une saison complète et de voir aussi en travaillant sur le même secteur comment les choses évoluent entre ce qu'ils ont fait et comment ils voyaient les choses en rentrant à peu près fin septembre et comment les choses sont, début juin, ils repartent. C'est à peu près en forme et en tout cas, les prémices sont là. Voilà, on a mis un petit peu d'accent aussi sur un élément qui nous paraît important et je pense que c'est un peu la même chose pour tous les gens qui sont ici, c'est évidemment la cartographie. Difficile de gérer des espaces, de mettre en place des cahiers des charges de gestion différenciés sans avoir une cartographie extrêmement précise des lieux. Donc là, en l'occurrence, on travaille avec un logiciel de CAO, ce qui nous permet à la fois de gérer les inventaires du patrimoine végétal et en même temps, évidemment, d'extraire toutes les informations nécessaires pour la gestion globale des espaces verts. Donc, vous voyez également toutes les problématiques qui sont traitées. Si dans le référentiel du BPAP, on doit simplement traiter de la végétalisation par semis des espaces, rien n'empêche sur le terrain de végétaliser avec des mélanges fleuris ou champêtres ou mellifères. Et là, encore une fois, on voit bien qu'on peut très bien corréler avec le référentiel et les pratiques écologiques sur site. Et enfin, pour finir, effectivement, je pense que pour résumer, notre objectif, c'est évidemment d'accompagner nos futurs professionnels en reconversion et de surtout leur montrer l'évolution du métier depuis quelques décennies, où on va effectivement vers plutôt un décloisonnement des espaces. C'est ce qu'on a essayé de montrer à travers le schéma, où on peut parler de corridors écologiques, de trames bleues, de trames vertes, de trames brunes, blanches, noires, voilà, et qui nous permettent d'améliorer la porosité entre le centre-ville et les zones naturelles. Merci beaucoup pour ces témoignages. Et est-ce que nous avons des questions de la part du public? Oui. Vos formations ont l'air passionnantes. Donc, où vont vos jardiniers après? On les veut? Ils viennent à Versailles, ils postulent? Effectivement, c'est une bonne question. Alors, ça dépend beaucoup des diplômes et des formations. Je ne peux pas ignorer le fait qu'entre ce qu'on leur enseigne et ce qu'on leur apprend et ce qu'ils vont éprouver ensuite, il peut y avoir des fois une différence. Je parlais tout à l'heure de la contraste saisissant entre les éléments en formation et ce qu'ils vont voir en fonction de la structure qui va les accueillir après. J'ai pas mal de mes élèves qui décident d'aller en collectivité parce qu'effectivement, dans les collectivités, il y a des beaux projets qui mettent l'écologie en avant, mais donc ça va être à peu près la moitié des élèves. Il y a ensuite l'autre moitié qui va se répartir entre les entreprises privées de paysage, où là, effectivement, c'est de l'intérieur qu'ils essayent en tout cas de faire changer les choses. Il y en a effectivement certains qui créent leur entreprise avec cette démarche de faire évoluer les choses en étant un acteur majeur. Mais effectivement, ils sont confrontés aussi à la vraie vie, à la demande des clients et à tout ce qu'il y a derrière. Donc, on essaye de les former à ça. Mais certains aussi continuent leurs études. Certains continuent leurs études, mais effectivement, ça sous-entend cette question-là que entre cet élément théorique mis très, très en avant qu'est l'écologie et ce qu'on appelle parfois la vraie vie, il peut y avoir des fois des petites interférences, mais on y travaille. Oui, au niveau des adultes, moi j'aime à dire qu'on n'est que des semeurs du possible parce qu'après, ils font aussi leur choix et personnel, donc c'est pas aussi parfait que ça. On a en tout cas donné une direction qui nous paraissait la plus actualisée, la plus juste possible. Un exemple de ce que vous me dites, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai reçu une entreprise du paysage qui m'a dit « Laurent, tu ne m'envoies plus de stagiaires ». Déjà, je lui dis « Laurent, il n'envoie pas de stagiaires, je n'ai pas ce pouvoir-là. Ce sont des adultes, donc ils choisissent. Mais je lui dis maintenant, si tu veux bien qu'on discute sur pourquoi vous n'avez plus de candidature de stagiaire, je suis disponible quand tu veux. Mais si tu viens discuter, il va falloir accepter d'entendre un certain nombre de choses.
La structure a accepté, m'a dit écoute, on te connaît suffisamment pour savoir que si tu nous dis des choses pénibles, c'est peut-être parce que tu aimes la filière. Donc du coup, on va venir écouter. Je leur ai expliqué que en effet, leur entreprise, qui est une belle entreprise économique, dynamique, mais avec un certain nombre de valeurs très économiques et un marquage écologique assez faible, fait que dans les choix, aujourd'hui, ils ne reçoivent plus de stagiaires. Ils ont changé la démarche, ils sont venus intervenir dans les groupes. Et ils se sont aussi rendus compte que les changements qu'eux avaient pu faire en interne dans l'entreprise ne s'étaient pas vus parce que les 10, 15 ou 20 ans d'expérience ou de réputation de cette entreprise qui correspondait à une pratique qui a eu et qui économiquement a été viable. Voilà, donc on essaie de réconcilier ça le mieux possible. Après, aujourd'hui, à formation adulte, notre grosse difficulté, c'est de ne pas avoir assez de monde. Alors non pas parce qu'on n'a pas assez de stagiaires, mais parce qu'on n'a plus de financement. Et ça, c'est un contexte national. Donc là, et nous n'avons plus de financement parce que le métier se recrute beaucoup sur le bouche-à-oreille. Aujourd'hui, sur un groupe de 12 stagiaires, en sortie de formation, nous en avons 4 qui sont en contrat quasiment, qu'on négocie ça pendant leur période de stage parce qu'ils sont très malins. 2, 3, comme tu le disais, qui sont dans une démarche de création d'entreprise qui verra le jour sous 6 mois, 1 an. Et puis quelques autres qui peut-être changeront de voie ou continueront leur là. Mais du coup, la répartition, elle est vite faite et je suis bien d'accord avec vous, nous n'en avons pas assez. Alors, en ce qui me concerne, c'est un petit peu différent parce que, comme vous avez pu le voir, notre formation est plutôt orientée sur la protection de l'environnement en général, avec en fait 2 grandes orientations. Une qui est directement centrée sur la gestion des espaces de nature, donc bien au-delà des jardins, et puis l'autre coloration qui est clairement sur l'animation nature et l'éducation à l'environnement, qui veut donc dire que en fait nous, sur nos de 50 étudiants qui sortent chaque année de notre établissement, il y en a plus de la moitié qui continue en licence professionnelle pour se diversifier, rejoindre éventuellement des thématiques agricoles, des thématiques de développement touristique, d'écotourisme ou de choses comme ça. Et ensuite, à l'issue de ces formations, ils intègrent les associations de protection de l'environnement ou gestionnaires d'espaces naturels, des associations qui sont à la fois en territoires ruraux ou en milieu urbain, et puis les collectivités depuis quelques années qui, effectivement, comme ça vient d'être dit, modifient leur gestion. Nos étudiants peuvent être amenés à travailler notamment ici sur les documents d'urbanisme, sur les systèmes d'information géographique. Voilà, donc les débouchés sont assez divers. Mais voilà, les contraintes du marché de l'emploi étant ce qu'elles sont, c'est pas toujours facile pour eux non plus. À nouveau, Monsieur Pavie, le label Éco-Jardin, c'est un label qui nécessite une démarche volontaire. On voit très bien votre engagement. Je vous en remercie d'ailleurs. En tant qu'organisme de formation, vous êtes aussi soumis au référentiel pédagogique et académique. Est-ce que vous voyez parfois quelques décalages avec ça ? Quelles sont vos difficultés ? Les contraintes et comment vous conjuguez votre passion, votre engagement avec ce qui est marqué noir sur blanc dans les référentiels. Oui, effectivement. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, c'est que j'aurais pu rajouter que pour permettre à nos élèves de s'inscrire dans le monde du travail, malgré le fait que ces problématiques écologiques ne sont pas toujours mises en avant, on développe aussi leur employabilité en continuant de travailler sur les éléments classiques du métier. C'est-à-dire qu'il faut continuer à travailler sur le béton en parlant des problématiques autour du béton. Donc déjà, on continue effectivement de travailler là-dessus. Pour ce qui est des référentiels, effectivement, nous, alors je ne devrais peut-être pas le dire comme ça, mais on est aussi malgré tout capable de s'en détacher. C'est-à-dire que les référentiels paraissent effectivement très précis, mais quand on parle de construction paysagère, de circulation et de revêtement de sol, on a la liberté de faire l'apologie de telle ou telle technique plutôt qu'une autre. Et quand on parle des techniques qui ne sont pas durables, notamment le béton, avec toutes les problématiques de production du béton au niveau international, au niveau géopolitique, le sable et tout ce qu'il y a autour de ça, eh bien, notre logique, c'est connaître ton ennemi. D'accord, pour dire voilà comment le béton fonctionne, voilà pourquoi il a été utilisé et voilà ce qu'il faut faire comme méthode alternative. Dans le nouveau référentiel, par exemple, du BTS aménagement paysager, là encore, je ne devrais peut-être pas le dire, mais il y a des éléments importants comme la domotique au jardin, l'éclairage et l'électrification des jardins. Là, je l'avoue très très clairement, je peux éventuellement donner à mes élèves une petite notice technique, mais il n'est pas tout à fait question dans ma psychologie et pas possible de faire des cours uniquement là-dessus, pour pouvoir expliquer comment, à l'autre bout de la France, quand on est en voyage, je peux allumer la lumière sous un arbre au fond du jardin. Maintenant, effectivement, on peut évoquer les choses sans en parler trop longtemps. Oui, juste
pour compléter, parce que finalement, je me rends compte qu'on a un peu la même démarche. Il faut savoir que les référentiels des BTS et puis des diplômes du ministère de l'Agriculture sont rédigés maintenant en termes de capacité. Bon, c'est peut-être aussi ailleurs, bien sûr, mais alors, personne ne dit vraiment comment on doit atteindre la capacité et avec quel support. Donc là, je dirais que notre liberté pédagogique est presque entière. Et c'est encore plus vrai sur la partie apprentissage, formation continue, parce que l'histoire même de nos diplômes était avec les unités capitalisables sur la pédagogie par objectif. Et on est bien dans cette logique. Et donc, ça a été étendu maintenant largement à tous nos diplômes. D'ailleurs, moi, j'engage à chaque fois que je le peux la DGR à recommuniquer là-dessus parce que nos diplômes ont évolué et nos marges de manœuvre sont réelles par rapport à ces enjeux-là. Et donc, en effet, mais je peux vous dire que, donc, puisque c'est moi qui, dans l'équipe de direction, anime les réunions paysage et un peu pris ce rôle au sein de l'équipe de direction, 2 fois par an, on se réunit, équipe du centre de formation adulte, apprentissage, lycée, ça discute et il y a des points où ça discute fort et il y a des points sur lesquels on n'a pas tranché parce que on va pas non plus se fâcher, mais les choses avancent à plus ou moins voilà et là, mais je peux vous dire que ça discute dans les équipes pédagogiques là-dessus et c'est très bien justement pour la construction professionnelle de nos futurs. Oui, pour compléter tout à fait dans ce sens-là, les référentiels étant suffisamment larges et en fait n'indiquent pas de manière très précise quel support on doit mettre en œuvre et quelles techniques on peut utiliser pour atteindre les capacités. Donc effectivement, ça fait l'objet de concertations en équipe pédagogique et l'enjeu, en fait, il n'est pas tant dans la mise en œuvre des référentiels que dans les discussions avec les collègues pour convaincre sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle méthode, sur telle manière de faire. Nous, on a eu des discussions notamment sur les parkings, sur la présence du bitume. Est-ce qu'on débitume, est-ce qu'on débitume pas? Ah oui, mais vous vous rendez pas compte, c'est le parking, c'est le parvis du lycée. Qu'est-ce qu'on va donner comme image, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, c'est finalement des discussions locales et c'est bien plus intéressant parce que c'est du quotidien. Bonjour. Alors, avant tout, merci parce que vous transpirez la passion qui vous anime. Donc, merci pour ça. Et vous êtes aussi les premiers représentants et les premiers messagers vis-à-vis que ce soit des adultes en conversion ou des jeunes élèves de notre métier. Après, toute cette belle présentation et tous ces éléments, vous élevez, si je puis me permettre le terme, un certain nombre de personnes dans un cadre idyllique. Enfin, ça a l'air d'être une tuerie, votre site. Néanmoins, je fais la question et je prends la casquette d'entreprise, puisque j'en représente une, qui est une grosse entreprise placée et dans les territoires avec la résilience locale et sur le parvis de la Défense avec la résilience du béton. Et du coup, la question qu'on se pose, et je rejoins Cathy sur la source où trouver le personnel pour faire vivre nos entreprises, parce qu'aujourd'hui, ça devient carrément une contrainte de développement, qu'elle soit dans des grandes villes, les métropoles, ou dans des plus petites structures locales. Comment on arrive à faire une interconnexion et comment vous appréhendez l'interconnexion entre ce cadre idyllique où on a tous envie d'y aller en week-end, travailler, vivre, parce qu'on est avant tout passionné. Néanmoins, à côté de ça, on a la ville et l'interconnexion entre le paysage, la nature, la protection de la nature, la faune et la ville. Or, on a vraiment compartimenté les choses par le passé. Ça a créé des distorsions. Ça crée aujourd'hui des nouvelles formations et ça crée aussi des confrontations entre la protection du paysage, la préservation de l'eau, des sols, comme on a pu le voir au Louvre notamment et sur d'autres sites, et le vrai besoin de l'urbain où on essaie de faire rentrer la nature en ville, mais avec toutes les confrontations que vous pouvez. Comment est-ce que vous abordez ce type d'interconnexion, je reprends mon terme, vis-à-vis des élèves, parce qu'ils ont souvent plus envie d'aller dans le fin fond du Finistère, s'ils sont passionnés, que sur le parvis de la Défense. Néanmoins, il y a des vrais enjeux sur le parvis de la Défense. Certainement. Je peux que comprendre que effectivement, il y a je le crois pas. Hein. Non, mais bien sûr. Mais alors effectivement, la question est qui est déconnecté. Il y a certaines personnes qui vont considérer que ce sont les centres de formation, parfois comme le nôtre, qui sont déconnectés de ce qu'on appelle la vraie vie. Et nous rentrons dans un échange et dans un débat pour dire que c'est finalement les méthodes qu'on applique. Ce sont de très anciennes nouveautés, parce que sur les 5000 ans d'histoire du jardin, il y a 4950 ans où le jardin était bio et écologique. D'accord ? Donc finalement, c'est refaire un pas en arrière, d'accord ? Et accepter de refaire simple.
Et nous, les aménagements qu'on propose, à la différence effectivement de la défense, c'est l'éloge de l'effaçable. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui que nos aménagements soient durables et que les lieux soient résilients et robustes, pour prendre des termes qui rentrent dans le débat public aujourd'hui, eh bien, il faut effectivement que le lieu puisse revenir à son état originel en un temps qui soit le plus court possible. Maintenant, pour réussir à mettre ça en place, nous, on ne reste pas enfermés dans notre centre. Et pourtant, on pourrait. Ce qui fait que nos élèves vont faire des stages dans le paysagisme conventionnel, comme on appelle l'agriculture conventionnelle ainsi, de façon à ce qu'ils sachent où ils vont mettre les pieds dans la vraie vie, histoire qu'ils ne soient pas confrontés à un contraste comme j'ai décrit tout à l'heure en introduction. Donc on fait aussi venir des entreprises et on discute beaucoup avec eux. Donc effectivement, on participe souvent aux réunions régionales de l'UNEP, on travaille sur les concours des meilleurs apprentis de France, des WorldSkills, etc. pour confronter nos élèves au chantier. Comme je le disais tout à l'heure, on leur apprend aussi la manière de réaliser les choses, mais on leur montre qu'une autre solution est possible. Et moi, je passe beaucoup de temps aujourd'hui, je sors des jardins pour aller effectivement dans l'espace public. Et dans le BTS, on doit réaliser un plan de gestion différencié, on doit réaliser un projet d'aménagement. Et ben, les thématiques que je choisis sont là aussi, que nous choisissons en équipe, sont là aussi importantes dans la pédagogie. C'est-à-dire que cette année, par exemple, on a travaillé sur le projet d'un parc inondable de la ville de Brest, parce qu'il y a de plus en plus de pollution dans les cité côtières par débordement du système unitaire, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a tout artificialisé et qu'on a tout envoyé au réseau unitaire, et ben on a des problématiques là-dessus. Donc là, c'est la vraie vie. Donc il faut aussi effectivement s'adapter à la réalité, au changement climatique et à toutes ces problématiques autour de l'eau notamment. Et je pense que ça les aide à s'insérer dans le monde professionnel avec une certaine lucidité en fin de formation. Alors, de mon côté, il se trouve que je suis professeur de sciences économiques et sociales et qu'au sein du BTS auquel je participe, il y a tout un module de formation qui est dédié à la compréhension des jeux d'acteurs autour de la protection de l'environnement et de la protection de la nature. Donc en fait, là, vous parliez d'interconnexion, on travaille avec les étudiants sur comment, en tant que futurs professionnels, ils vont s'insérer dans des dynamiques d'acteurs sur les territoires qui ne sont pas favorables nécessairement à la protection de l'environnement. Bien sûr qu'il y en a un certain nombre, mais il y en a aussi. Donc clairement, les pratiques ne sont pas vraiment en adéquation avec l'épanouissement de la biodiversité. Donc on fait tout un travail là-dessus et bien sûr, l'important c'est de leur fournir et de leur transmettre un certain nombre d'outils théoriques de compréhension et d'analyse des jeux d'acteurs pour qu'eux, en tant que futurs professionnels, ils puissent se situer, comprendre ce qui se passe et apporter leur contribution. Alors, on le fait, je le fais, puisque c'est une partie des cours que j'assure de manière bien sûr théorique, mais si ça s'arrêtait à de la théorie, et on va aussi sur le terrain expérimenter les outils théoriques qu'on voit en cours, à travers des cas concrets, à travers des études qui nous sont commandées par des collectivités. La dernière étude qu'on a menée au semestre précédent, c'était comment désartificialiser ou aménager un cours d'eau qui passe sur la commune, classiquement, qui était complètement laissé de côté par les habitants. Et donc, comment le réaménager, quelles propositions faire pour que les habitants puissent réutiliser, redécouvrir les bords de ce cours d'eau. Donc, enquête auprès de la population, enquête auprès des acteurs qui sont concernés dans ce projet, travail de restitution auprès de tous les gens qu'on a rencontrés. Voilà. Et donc là, les étudiants, ils sont clairement confrontés de la même manière au monde réel et surtout aux contradictions que nous avons tous, parce qu'on a beau être en faveur de la biodiversité, on a quand même des contradictions. Eux-mêmes, les étudiants ont aussi des contradictions. Donc on essaie de pointer tout ça au fur et à mesure et surtout de leur donner des outils méthodologiques pour qu'ensuite, quand ils seront en emploi, on leur dise « Attendez, vous n'y allez pas vie en tête, parce que si vous allez vous comporter comme ça, quand vous allez aller voir des agriculteurs et que vous allez leur parler de préserver le cours d'eau qui est sur leur parcelle, vous allez vous faire jeter. » Et donc, il y a tout un travail d'acclimatation et d'acculturation pour vraiment les préparer à des situations qui sont parfois très compliquées. Donc, moi, je fais aussi tout un travail sur la compréhension des conflits et comment on se positionne quand on est en situation de conflit. Alors, comme on n'est pas très loin de l'Allier, permettez-moi une vérité de la palisse, mais la distance entre un centre de formation et les professionnels est identique à la distance entre les professionnels et le centre de formation. Je vais illustrer mon propos
Il y a 4 ans, on a une entreprise de BTP qui se met à faire de l'espace vert, qui vient nous voir, qui dit, parce que le BTP a une culture du recrutement, est-ce que je peux participer à vos journées portes ouvertes pour présenter mon entreprise parce qu'on arrive sur le secteur et potentiellement on va vous prendre des apprentis. La maison est ouverte, on a bien évidemment la semaine suivante quelques coups de téléphone de paysagistes qui nous disent mais comment ça, vous avez laissé rentrer le loup dans la bergerie? Mais à quel moment vous avez répondu à nos demandes de venir animer les JPO? Jamais. Donc, cette entreprise vient, elle nous propose d'installer son stand, elle a répondu aux familles. Nous avons aujourd'hui 4 entreprises du paysage qui répondent présentes à chacune de nos JPO. C'est tout. Nous avons 350 apprentis, alors pas 350 apprentis en paysage, ne me faites pas vendre plus, mais nous avons eu CAP au BTS. Ça fait 2 ans que nous travaillons avec Frédéric sur la mise en place de chantiers co-animés avec des professionnels. L'idée théorique a séduit tout le monde et tout le monde nous dit c'est génial. Donc on sort les agendas et on dit 14 mars 2024, non. Alors 14 mars 2025, non. Eh bien nous relançons l'invitation pour le 14 mars 2026. Je dis au hasard, j'espère que c'est pas un dimanche, mais vous avez compris le principe. Donc oui, donc du coup vous avez raison. Mais c'est vraiment dans les deux sens. Par contre, aujourd'hui, les évolutions, moi je trouve que ce qui a été fait sur les ce qui est fait dans nos rencontres UNEP, école-entreprise, ce qui est fait au travers des concours, on est pareil, voilà, sur le centre de formation, et je suis l'organisateur du concours régional de Bourgogne-Franche-Comté en reconnaissance des végétaux. On nous ont permis de nous rapprocher, voilà. Mais il y a 5 ans, le concours de reco des végétaux, ce n'était qu'un problème de centre de formation. Le président de l'UNEP venait à la fin remettre les prix. Aujourd'hui, les professionnels des mairies comme des entreprises privées sont dans le jury. Et là, ils nous ont dit « Ah, mais vous avez vu le niveau ?» Bah ouais, mais si tes gars, quand ils vont en chantier, ils arrêtaient de leur dire que la reco, ça sert à rien, peut-être qu'on gagnerait du temps. Et on a des vraies discussions. Et on avait des vraies discussions sur le monde réel et de comment on les règle ensemble. Alors, Une question. oui, une question. Vous avez donc décroché le label Éco-Jardin, ou vous avez renouvelé le label. Comment vous allez le valoriser auprès de vos équipes enseignantes, peut-être plus pour C, qui a eu tout son travail fichu en l'air. Ça a l'air d'être plus acquis. Pas alors à Dijon, bon, en Bretagne on espère, mais vous êtes quand même dans un fief, on va dire, agricole très très pesticidé, on va dire aussi. Voilà, donc effectivement, vous allez avoir le label Éco-Jardin. Vous avez, j'espère, convaincu pas mal d'étudiants. Mais je pense que les réactions que vous avez pu avoir aussi montrent qu'il y a un vrai frein, quoi. Je me permets une petite réponse plutôt rapide, s'il vous plaît. Alors, on a eu le label Éco-Jardin, mais c'est ni un début ni une fin. C'est-à-dire que on a eu le label Éco-Jardin après 30 ans de pratique écologique, parce qu'au départ, on n'avait pas besoin de label. Parce que finalement, on peut aussi avoir des pratiques écologiques sans label, même si ça permet de faire plein de choses par la suite. Et effectivement, le label n'est pas non plus une fin en soi, parce que si on regardait simplement le nombre de points qu'on obtient, on peut se dire qu'on n'a plus rien à faire pour garder le label, d'accord ? Donc finalement, le label là, il n'est qu'un prétexte pour mettre en valeur, mais c'est plutôt la conséquence que la cause de ce qu'on a fait. Donc effectivement, nous, c'est convaincre effectivement que c'est la seule solution qui soit de travailler sur la résilience et la robustesse. Et effectivement, c'est en mettant nos élèves en situation dans les villes, parce qu'effectivement, l'enjeu des villes est majeur, en les confrontant à la vraie vie au moment de la formation, c'est comme ça qu'on arrive effectivement à créer cette dynamique qui doit se perpétuer le plus longtemps possible, évidemment. Pour la valorisation donc du label sur C, la prochaine date, je vous ai parlé du 7 mars tout à l'heure. Donc la prochaine journée porte ouverte, il se trouve qu'on a saisi cette date aussi pour faire une inauguration des actions que je vous ai présentées tout à l'heure, et on invitera tous les partenaires, les membres du conseil d'administration, communication dans la presse. Donc ça, c'est vraiment du court terme, mais c'est important aussi de valoriser toutes ces actions. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'inscrire tout ça dans la durée. Et en fait, on a créé un dispositif pédagogique où chaque année, chaque classe doit mener une action, et on valorise ça à la fin de l'année avec tous les élèves.
Alors pour faire très vite, c'est le principe du label. Nous disons ce que nous allons faire, nous faisons ce que nous avons dit, nous sommes capables de le démontrer. Aujourd'hui, les établissements, et notamment les établissements agricoles, sont largement attaqués sur le fait, parce qu'un certain nombre de groupes, et notamment de groupes privés, et là je ne parle pas du réseau de maisons familiales, je parle de réseaux en dehors de l'enseignement agricole, des groupes nationaux voire internationaux, voudraient nous regardiser et prouver que nous sommes dépassés. Le label Éco-Jardin, c'est dire que nous sommes encore là. Et comme le disait mon collègue, a priori, on va durer encore un petit peu. On a une dernière question. On a vraiment une dernière question pour le chat, mais du coup, une réponse en 2 mots, s'il vous plaît. Ludovic. Alors, c'est une question de Jeanne, donc le temps de la terre, pour les centres de formation où les filières aménagement paysager, gestion protection de la nature sont présentes. Est-ce qu'il y a des moments d'échange, des projets en commun entre les 2 filières? Et ouverture aussi sur les filières agricoles. Est-ce qu'il y a des troncs communs ou du travail entre ces 3 filières, aménagement paysager, gestion protection de la nature et agricole? C'est quelque chose qu'on n'est pas parvenu à faire dans notre centre de formation puisque le BTS GPN est sur un autre centre de notre établissement public local. Et vu que nous sommes en BTS aménagement paysager, mais en écologie, on est à la frontière du GPN. On a pensé plusieurs fois faire des ponts entre les formations avec les diagnostics des GPN et puis la réalisation par les AP. On n'a jamais réussi à le faire. Mais oui, les ponts, je trouve, les freins sont logistiques, mais c'est plutôt simple à organiser. Nous, on n'a pas de formation à l'aménagement paysager. Par contre, on a des formations agricoles au sens large. Et donc, les ponts, c'est effectivement de mettre les classes sur des temps communs pour faire des diagnostics. Et à partir des diagnostics, ensuite, chaque type de formation peut proposer des pistes d'action. On n'a pas de formation sur l'environnement. Par contre, au niveau de l'horticulture et du paysage, un projet 2026, les classes de paysage vont construire l'ombrière pour la collection de vivaces des horticulteurs. Et on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les formateurs de paysage prévoient leur massif, leur projet, et les horticulteurs vont produire pour le site en interne. Et quand il y a des problématiques, là comme là sur la question des vivaces, parce que ça fait 2 étés où on a un peu chaud et quand même on aimerait garder notre belle collection grâce à la saline royale qu'on a pu mettre en place. Eh bien, c'est ces choses comme ça, et du coup on les amène sur ces problématiques communes qu'ils peuvent partager. Merci.